Salut tout le monde, bonsoir, merci à tous d'être là, ça fait plaisir. Ah, trop cool, bah ouais, je vois que tout le monde est là. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez réagir au débat dans le salon écrit et que les personnes qui débattent en vocal vont pouvoir lire tout ce que vous écrivez. Donc, on va pouvoir débattre avec vous même si vous ne parlez pas. Alors, le thème du débat aujourd'hui, c'est le porno peut-il être éducatif? Donc, c'est un sujet qui est très intéressant, très très vaste. On a eu beaucoup de réponses et on a eu beaucoup de personnes intéressées par ce sujet parce qu'on a eu plein de de nouveaux venus dans notre Discord. Et pour parler de ce sujet super intéressant, on a Anne-Laure, donc Anne-Laure qui est la créatrice d'un podcast qui s'appelle On the Verge. Donc Anne-Laure, je vais te laisser te présenter à la communauté, parler un peu de ton podcast, de pourquoi tu l'as créé, etc. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet et parler du porno. Ça marche. Merci Clarisse pour l'invitation. Bonsoir à tout le monde. On the Verge podcast est un podcast que j'ai créé il y a 2 ans et demi maintenant, qui est un espace dédié à la sexualité masculine. C'est un sujet dont on parle beaucoup en surface, mais pas tellement finalement en profondeur. Et c'est vrai que c'était intéressant de proposer cet espace sans tabou, sans jugement, qui est complètement dédié à ce sujet-là. Donc, 2 fois par mois, je sors un entretien d'environ 1 heure avec un invité et toute orientation évidemment. Et il nous parle, il me parle à moi, à mon micro et à mes auditeurs ensuite, auditeurs et auditrices, de sa sexualité, donc de ses premiers souvenirs jusqu'à généralement sa première fois. Ensuite, sa sexualité du moment, ses fantasmes, ses tabous, enfin tout ce qui construit aujourd'hui sa sexualité. Et puis, généralement, on termine l'entretien avec quelques idées pour plus tard, ou en tout cas des pistes à explorer. Donc, ce qui est intéressant dans la sexualité, au-delà effectivement voilà, des pratiques, des orientations, etc., c'est aussi l'éducation, ça peut être la religion, ça peut être les traditions, ça peut être beaucoup de choses. Et puis, ça va être les rencontres, ça va être aussi ce que l'on consomme, notamment le porno. On en parle quasiment à 95% dans les entretiens. Donc, le sujet de ce soir est du coup parfaitement opportun. C'est trop cool. En tout cas, merci d'être parmi nous et merci à tous les gens, ceux qui Merci. participent en vocal, ceux qui participent à l'écrit. Trop cool. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Et vous le savez, à chaque fois qu'on fait un débat sur Discord, on pose une question à notre communauté, on fait un petit sondage. Et là, on a demandé à notre communauté, as-tu déjà regardé du porno? On a récolté plus de 88 000 réponses. Et je vais vous donner les pourcentages. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. On a 90% des gens qui nous ont dit que oui, ils ont déjà regardé du porno. Et 10% de gens qui nous ont dit que non, ils n'ont jamais regardé de porno. Et suite à ça, il y a plein de gens qui nous ont répondu, ceux qui ont dit non, ce sont des menteurs. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment possible de n'avoir jamais regardé du porno quand tu as 16, 17, 18 ans et que tu te promènes sur Insta, sur les réseaux sociaux, etc. Allez-y, je vous écoute. Bon, j'y vais. Allez, go. Après, effectivement, c'est bien que tu aies précisé l'âge aussi, parce qu'effectivement, ça permet aussi de à peu près ventiler l'âge de la première consommation de porno. Effectivement, quand on a une vingtaine d'années, autour d'une vingtaine d'années, un peu plus jeune ou un tout petit peu plus vieux, c'est vrai qu'on est très exposé sur les réseaux sociaux et évidemment avec l'accès à Internet à la maison très facilement ou sur son smartphone, on peut clairement avoir tout de suite accès au porno. Effectivement, les générations un peu plus âgées auront eu un accès plus limité. Donc, ça va dépendre aussi voilà, déjà de sa tranche d'âge. Mais clairement, aujourd'hui, ne serait-ce que sur Twitter, qui est quand même qui propose très peu de filtres, c'est hyper compliqué de ne pas avoir accès au moins à une image porno. Alors après, comment la déchiffrer, comment la décrypter, comment la comprendre, ça c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que ça me paraît difficile quand on a une petite vingtaine aujourd'hui de ne pas avoir eu accès au porno au moins une fois, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi, Anne-Laure. C'est vrai que ça me paraissait un peu. Enfin, j'ai vu 10% qui n'ont jamais regardé de porno, sachant que sur une nuit sans folie, on parle quand même de cul. Donc, en général, bon, c'est des Bien personnes sûr. qui ont déjà eu une approche de la sexualité. Donc, c'est vrai que ça m'a un petit peu étonnée. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui trouvent ça tout à fait normal que parmi ces presque 100 000 réponses, on a eu 10% de gens qui nous ont dit que non, ils n'ont jamais regardé.
Bon, personne, vous pouvez parler parce que le but, c'est qu'on discute tous ensemble à l'oral quand même, s'il vous plaît. Bon, on va passer à autre chose, mais non, bref, en tout cas, on a eu cette réponse qui m'avait un peu surprise. Bah, après, Maintenant, ce qu'on Clarisse, a... Ouais, oui. Oui, pardon. mhm, Après, dans vas-y. les 10% de réponses négatives, qu'est-ce qu'ils entendent par porno? Est-ce que tu vois, c'est un film porno de A à Z et effectivement, tout le monde n'a pas envie de regarder ça, donc, ou est-ce que c'est juste une image? Parce qu'effectivement, ça change un petit peu la donne de qu'est-ce que je mets moi dans la case porno. Effectivement, si c'est complètement un film que tu vas chercher vraiment toi-même, ou si c'est une image passive que tu as vue comme ça passer. C'est peut-être ça la nuance. C'est vrai qu'on aurait peut-être dû préciser et définir exactement ce qu'on considérait comme étant du porno pour que Ouais. peut-être les gens puissent être plus précis dans leur réponse. Mais bon, écoute. En tout cas, on a posé ensuite une deuxième question, parce que ce qui nous intéressait, c'était l'âge à laquelle les gens ont regardé un porno pour la première fois. À titre indicatif, la moyenne en France, c'est 13-14 ans. C'était la moyenne en France en 2018. Donc c'est entre 13 et 14 ans, un ado va regarder son premier film porno. Nous, on a posé la question et c'est vrai que la plupart des gens, c'était ça. C'était 14, 15, etc. La réponse la plus jeune que j'ai vue, pour ma part, c'était 9 ans. Et la plus vieille, je me rappelle plus de la plus vieille, mais la plus jeune, c'était 9 ans. Là encore, je voudrais savoir, est-ce que ça vous étonne qu'un jeune puisse tomber sur du porno aussitôt? Est-ce que pour vous, ça fait juste partie de la vie, entre guillemets, puisqu'on a accès à du porno hyper facilement maintenant? 9 ans, c'est Alors, super tôt. Ouais. je vais... Pardon. Oui, vas-y. Alors, pour ma part, je trouve que oui, 9 ans, c'est quand même drôlement jeune. Quand on voit aussi, malheureusement, la facilité d'accès à ces sites, comme on peut le voir sur pratiquement tous, il suffit juste de faire « je confirme que j'ai plus de 18 ans », même si la personne n'a pas vraiment les 18 ans, elle peut y accéder. Donc voilà, pour moi, c'est quand même impressionnant le nombre de personnes qui peuvent avoir accès à ce genre de site, même si je sais que beaucoup de monde va dessus. Mais voilà, il y a beaucoup d'accès et très facilement avec la quantité de sites qui peuvent être listés sans les nommer forcément. Mais il y en a des centaines et des centaines de milliers, je pense. 9 ans, c'est effectivement très tôt pour avoir accès au porno. À 9 ans, on est tout juste prépubère, on n'a pas encore forcément une idée concrète de ce qu'est la sexualité. Donc effectivement, ça peut être presque traumatique. Moi, j'ai eu effectivement des invités qui, sans vraiment le chercher, ont eu des grands frères ou des copains qui leur ont montré un peu comme un passage à un rite un peu initiatique de l'image qui va te choquer. Et effectivement, c'est des gens qui, 15, 20, 30 ans après, en reparlent encore. Donc effectivement, à ces âges-là, je rejoins Firefly, c'est beaucoup trop tôt et les accès devraient être beaucoup plus limités. Après, effectivement, quand on rentre dans la puberté et qu'on a besoin d'avoir des réponses à ces questions, il est vrai que un porno peut-être effectivement y répondre, mais il faut, à mon sens, après évidemment, chacun est totalement libre, et puis c'est surtout le travail éducatif des parents qui doit être fait derrière et de l'accompagnement sur Internet. Il y a aussi un moment donné où les hormones font leur taf et on passe effectivement du jeune prépubère à la puberté. Et là, effectivement, on conscientise la sexualité. Il y a quelque chose que tu as dit, Anne-Laure, qui m'a fait penser. Hein. Tu t'as dit que souvent on tombe sur une image porno très jeune et qu'on s'en rappelle encore plus tard parce que c'est sûr que ça a choqué. Est-ce que vous, ça vous a fait ça? Genre, vous êtes tombé sur une image porno quand vous étiez jeune, je sais pas, vos premiers films porno ou quoi, ça vous a tellement marqué que vous vous en rappelez encore? Pour ma part, petite histoire, je me rappelle très bien, je crois que j'avais 11 ou 12 ans, j'avais découvert Google et du coup, je cherchais mon prénom sur Google, donc Clarisse. Et j'allais sur toutes les pages. Et à un moment, je suis tombée sur une page d'une meuf qui s'appelait Clarisse, qui avait c'était une actrice porno, je crois, je sais pas. Et elle s'insérait des concombres dans la chatte et ça m'a grave marqué. Et je me rappellerai toujours de ça, tu vois, comme ma première expérience avec le porno et je trouve ça vachement dégueulasse quand j'y repense. Je sais pas si vous aussi, vous avez un petit votre première expérience porno, si elle vous a marqué ou pas, et si vous en rappelez en
personne ne veut parler à l'oral parce que on peut proposer aux gens qui sont dans le salon écrit de nous rejoindre à l'oral hein, si vous voulez pas parler. Ça va être compliqué. Bon. Moi, je suis d'une génération où il fallait vraiment aller chercher, tu vois, son porno. Donc, mais c'est vrai que tu as raison, les images peuvent être traumatiques, surtout que, comme tu le dis, tu le fais toi dans une démarche un peu innocente à 11-12 ans où tu vas sur Google et tu tapes ton prénom et tu n'as juste pas du tout imaginé tomber sur cette actrice X. Donc, c'est vrai que au-delà de l'image, c'est vraiment le choc aussi de ta recherche, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a, enfin, encore une fois, dans les témoins que j'ai pu avoir nombreux, il y a vraiment une inscription dans la rétine qui se fait sur ce sujet-là. Et je pense à un de mes invités où un, un grand, enfin, je sais plus si c'était un copain de son frère ou que sais-je, qui lui a montré une image zoophile. Et le gars, ça lui est resté, mais genre vraiment jusqu'à maintenant très très longtemps, parce que ça l'a choqué, parce qu'il avait même pas à ce moment-là conscientisé un jour que tu vois un rapport comme ça enfin, est possible. C'est pas possible, mais en tout cas, l'être humain y est allé et je sais que ça l'avait vraiment dégoûté, quoi. Donc ouais, c'est intéressant de voir aussi comment on se construit par rapport au porno parce que la première expérience peut être assez dramatique. Mais totalement, et j'ai l'impression que justement, si ta première expérience par rapport au porno, elle est dramatique, je sais pas, je dirais pas qu'après tu as une relation malsaine avec le porno, parce que bon, je sais pas si le porno c'est censé être sain, tu vois, mais c'est vrai qu'après, quand j'allais sur des sites porno, je me suis toujours demandé si j'allais tomber sur cette fameuse meuf qui s'insérait des concombres, tu vois. Donc ça m'a quand même pas mal marqué. Bah, c'est vrai que dans le rapport au porno, il se passe un truc aussi, c'est que ça peut arriver que ça déclenche aussi chez toi des kinks ou des choses comme ça qui ont été justement structurées quand tu étais encore jeune ado. Et c'est ça qui peut en tout cas permettre à ta sexualité de prendre telle ou telle direction. Donc c'est ça qui serait aussi intéressant. Alors après, je sais pas comment l'étude peut être faite, mais de voir comment les premières images et les premiers émois qui t'émoustillent devant un porno que tu n'as pas forcément choisi, parce qu'avec le temps, tu apprends à chercher un peu plus, à aller sur les sites un peu plus qualitatifs, etc. Et c'est vrai que parfois, ces façons de procéder vont inscrire en toi peut-être des kinks auxquels tu n'aurais vraiment pas pensé si tu n'avais pas eu accès à ça. Donc c'est assez, le chemin, en tout cas à l'envers, peut être intéressant à faire, quoi. Je suis grave d'accord. D'ailleurs, j'étais en train de lire dans le salon écrit que Chaussette Multicolore se souvient de la réaction que qui ou elle a eue la première fois qu'il a vu le sexe opposé. Si tu veux nous en parler en vocal, c'est très intéressant. Je pense que je suis pas la seule à vouloir entendre ça. Carrément. Je crois que Chaussette Multicolore préfère écrire. Bon, c'est pas grave. Donc, on parlait d'âge tout à l'heure. On parlait d'âge et je me pose une question aussi. Dans tous les cas, quand tu tombes sur du porno quand tu as 9, 10, 11, 12, 13 ans, c'est super jeune. Mais pourquoi est-ce qu'on doit retarder le plus possible le moment sur lequel un enfant, un préado va tomber sur du porno? Puisque quoi qu'il arrive, ça va être inévitable. Moi, je te dirais déjà dans la structure mentale. C'est-à-dire qu'il y a aussi une pensée, enfin, tout de suite me vient l'idée que physiologiquement, un enfant n'est pas prêt à comprendre ce qu'il va voir parce que c'est une forme de violence, qu'elle soit évidemment dans les mots, dans la sexualité, dans le rapport au corps. Un enfant a besoin à des passages et des rites de construction. Donc effectivement, déjà le fait de comprendre les corps, exactement comme le dit Chaussette Multicolore, déjà comprendre le sexe opposé, c'est déjà une chose. Et ensuite, dans les différents pornos qui sont proposés, tu as quelque chose d'assez brut, d'assez cru, et un enfant qui est encore à 7, 8, 9 ans dans un domaine d'imagination et il est encore dans son monde à lui, son univers à lui, il n'est pas codé pour comprendre ça. Donc c'est pour ça que ça peut être extrêmement traumatisant et choquant. Et je pense que l'accompagnement des parents qui doivent expliquer que ça ou des figures parentales autour, hein, ça peut être des éducateurs, ça peut être des profs, ça peut être des grands frères, des grandes sœurs, des cousins, etc. C'est bienveillant. Juste expliquer que ça existe et peut-être définir avant de mettre l'image devant les yeux. Parce que comme tu dis, c'est inévitable. Hein. Ouais, Matt, c'est ça. Ouais. Ouais. Non, ce que je dis, c'est que c'est vrai je pense qu'il faut parler aux parents, etc. Faut leur
expliquer comment parler à un enfant qui vient de voir son premier film porno et lui expliquer ce qu'il vient de voir en fait. Je pense que c'est un travail que tous les parents, les grands frères, comme tu dis, les grandes sœurs, etc., ne savent pas forcément le faire. Bah oui, parce qu'on rentre encore dans la dimension de la sexualité qui est quelque chose d'assez tabou et d'assez entre guillemets sale. Et c'est vrai que et même tu vois, moi les invités que j'ai pu avoir à travers le podcast, c'est vrai que le fait d'en parler bien après, hein, quand tu es un peu plus assis dans ta sexualité avec des potes, ils se rendent compte, et c'est exactement ce que tu disais, c'est qu'en fait tout le monde a vécu ça, mais ils avaient tué le truc enfant ou jeune ado parce qu'ils avaient honte d'avoir vu cette image alors qu'ils n'étaient pas du tout acteurs du truc. C'est des images qui leur sont tombées sous les yeux, mais la honte d'avoir fait une bêtise, la honte de voir quelque chose de ça, la honte etc., etc. Et c'est ça qu'il faut bannir et dans l'éducation et dans le positionnement de la sexualité aujourd'hui, c'est que c'est pas honteux, c'est que ça existe et il faut bien faire le distinguo. Et ça, je pense qu'on en parlera peut-être un petit peu après, mais faire le distinguo entre la fiction et la réalité. D'ailleurs, quand on parle de fiction et de réalité, on a demandé aux gens s'ils pensaient que le porno pouvait être éducatif. Donc, c'est totalement le sujet du débat. Et c'est assez surprenant, mais il y a plein de gens qui ont dit que le porno pouvait apprendre les limites, notamment le consentement, etc. Et là, je t'avoue que quand j'ai vu ces réponses, parce qu'il n'y a pas qu'une personne qui a dit que le porno, ça apprenait le consentement, il y en avait quand même pas mal. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, mais dans ma jeunesse, je n'ai aucun souvenir d'un porno où on demandait le consentement de la meuf ou du mec face caméra, tu vois. Peut-être avant de filmer, etc., il le demande. Mais jamais vu un film où le mec lui dit « Est-ce que je peux te faire ça ?» Genre vraiment. Donc là, j'étais un peu étonnée des réponses. Je sais pas si pour vous, le porno, ça vous a appris la notion de consentement. Mais allez-y, go. Les gens, ils n'ont pas trop envie de parler. Alors, franchement, en fait, je me demande si tout le monde n'est pas en train de regarder le match et qu'on parle toute seule, mais qu'il y a les gens qui sont dans le salon écrits. Mais en fait, le truc... Non, mais par contre, il y a pas mal de personnes qui sont dans le salon vocal, mais qui répondent à l'écrit. Je lis. Je lis, je vois Nemo et tout. Après, dans ce que tu disais sur l'éducation, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui arrive une vague de porno éthique qui est hyper intéressant, où justement il y a il y a vraiment une déontologie qui se fait déjà dans les corps. Tu vois, il y a des corps très différents. Il y a des corps, on est carrément dans la vague du body positive, mais en tout cas, il y a des corps beaucoup moins stéréotypés que pouvaient être les ardeurs et les ardeuses des années 2000, tu vois, où elles se ressemblent tous, tous les gars se ressemblent tous, etc. Donc déjà, il y a un rapport au corps qui est différent. T'as pas forcément... On peut être un peu vulgaire ou pas? Oh, t'inquiète pas, il n'y a pas de... Parce que je parle comme ça, donc c'est pour ça je voudrais juste ne pas heurter la sensibilité. Mais tu vois, t'as pas des chibres de 25 cm où des jeunes gens de 14-15 ans se disent « Ouais, mais j'aurais jamais un sexe comme ça, c'est pas possible, etc. » Donc qu'on se rassure, hein, très peu de gens ont des sexes comme ça dans la vraie vie. Et pareil pour les actrices porno qui se ressemblent toutes avec des seins énormes, avec des touches toutes pareilles, etc. Le porno éthique fait du bien là-dessus déjà, c'est de montrer des corps très différents, des orientations aussi qu'on voit peut-être un peu moins qui sont sous-représentées. Il y a aussi, par exemple, des corps trans avec les non-opérations génitales, et ça fait du bien aussi de voir ces corps-là qui existent. Ça, c'est hyper important dans leur représentation actuelle. Et puis, effectivement, sur les valeurs dont tu parlais, on parle du consentement. Il y a des scénarios où se mêle la séduction, la sensualité, les caresses, etc. Donc, c'est un porno qui est de plus en plus sain, dans le sens où, en tout cas, il met dans la balance tout ce qui existe réellement dans un rapport. Alors, c'est toujours de la fiction, c'est toujours scripté, c'est toujours avec des plans, tu vois, qui sont très pornographiques, mais on est quand même dans une forme de sexualité qui, à mon sens, est beaucoup plus pédagogique. Je trouve ça super intéressant. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent le porno éthique. Moi, c'est vrai que j'en ai toujours entendu parler, mais j'en ai jamais regardé. Donc, est-ce que tu as, par exemple, Anne-Laure, est-ce que tu as des noms de... je sais que Erika Lust, il me semble. Erika Lust, elle fait du porno éthique, non? De G, des trucs comme ça. Il y a elle, il y a Olympe de G. Ouais. Exactement, il y a Olympe de G. À la communauté. Ouais. Et alors, attends, il y avait une nana que j'avais rencontrée qui était super sur un podcast qui s'appelle Vibrante. Et la fille était canon. Attends, je vais la retrouver dans très peu de temps. Ça marche. En attendant, pour les autres, je vous écris des noms de réalisatrices de porno éthique. Salut Rita Vaga. Salut. Et du coup, j'ai pas trop suivi le porno éthique, ça m'intéresse.
C'est quoi? vas-y, c'est Anne-Laure qui en parlait, donc c'est un porno qui serait plus sain, qui montrerait différents types de corps, c'est ça, pas que le corps normé, gros chiffres, femmes avec des énormes seins, un peu de tout. Plus sain, c'est ça. Enfin, je n'ai jamais regardé, mais j'en ai beaucoup entendu parler, je t'avoue. Si vous en avez d'autres, si vous en connaissez d'autres, c'est intéressant. Alors, il y a la réalisatrice dont je te parle, elle s'appelle Anouchka. Ah ouais, je crois que ça me dit quelque chose, attends. Trop stylé comme prénom. Ouais, en plus. Et, effectivement, elle propose effectivement ces films avec porno avec une dimension où il y a des corps différents, il y a un peu de scénario, il y a de la sensualité, enfin voilà, c'est scripté effectivement, mais ça reste beaucoup plus réaliste en tout cas, même si c'est très joli et esthétique, hein, mais elle veut donner une dimension féministe presque à la sexualité et en tout cas à son porno. Parce que moi, actuellement, donc je travaille pour l'Éducation nationale depuis pas mal de temps, et autour de tout ce qui est donc accès à la sexualité, à l'éducation, le porno fait peur, hein, clairement. Ouais. J'avoue que c'est la première fois que j'entends comme quoi le porno est éthique, enfin un porno éthique en tout cas, parce que à tel point qu'il fait peur, on a carrément des protocoles très 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 carrés pour en parler aux élèves, pour en parler aux profs, pour en parler même aux parents, tout ce qui touche à la sexualité. Hein, pour en citer un, c'est le protocole que Blanquer a fait il y a pas si longtemps en plus. C'est que si la pornographie est dans les salles informatiques et tout ça, techniquement, on n'a pas le droit d'en parler avec les élèves. Il faut qu'on fasse tout de suite un rapport et directement aux parents, car ils estiment que l'école, mais vous ne me voyez pas, mais je fais des grosses guillemets derrière mon écran, nous interdit, nous, acteurs des écoles, de parler de sexualité tant qu'on n'est pas plus ou moins formé formé en fait tout simplement. Et c'est ce que je disais, c'est qu'on a engagé 2 experts, pareil encore avec des pincettes, hein, toujours pareil, qui techniquement devraient en notre nom parler de sexualité et du porno, car beaucoup, en tout, c'est un constat que je sais pas si vous l'avez déjà fait ou pas, si on avait déjà parlé, mais beaucoup de jeunes en tout cas pensent que le porno c'est réalisable, pensent que c'est quelque chose à faire. Enfin, je veux dire, ce qu'ils voient sur leurs écrans de téléphone, ordi ou autre, c'est des choses à faire. C'est tellement fantasmé, c'est tellement le corps parfait, tu disais, grosse bite, tout ça, enfin bref, des trucs extraordinaires, que dans mon établissement, malheureusement, on est arrivé à des jeux un peu perfides, à celui ou celle qui va réaliser des performances à la hauteur du porno, quoi. Inquiétant. Oui, totalement. Oui. Donc, je t'avoue que on galère à faire face à ce espèce de pandémie du porno, parce que après, dans le fond, personnellement, je pense que ça peut être bénéfique à petite dose, hein, je pense, comme beaucoup de choses. Mais dans mon établissement, le porno fait peur, on est perdu face au porno. Je t'avoue que c'est carrément vraiment pas une pandémie, c'est un gros mot, mais beaucoup de jeunes en maths, beaucoup de jeunes font le rapprochement entre réalité et ce qu'ils regardent. Donc c'est on est un peu dépassé, je pense, niveau éducation nationale. Ouais. Ça m'étonne pas trop, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que t'étais pas là, mais c'est vrai qu'on disait qu'il faudrait que les parents, les grands frères, bref, tous ceux qui sont dans la famille d'un enfant, d'un ado, leur apprennent un peu comment réagir quand ils tombent sur des images pornographiques, quoi. Leur dire que non, ce n'est pas la réalité. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce que tu dis, où les élèves pensent que le porno, c'est réalisable, encore une fois, quand on a demandé aux gens, est-ce que pour vous, le porno peut être éducatif? Si oui, pourquoi? Il y en a beaucoup qui nous ont dit que ça montre que c'est pas la réalité et que c'est pas la vraie vie. Mais encore une fois, je trouve que quand tu es un ado ou un enfant, que tu viens de découvrir le porno, à aucun moment tu te dis « Ah oui, c'est faux, c'est que de l'acting ». Moi, pendant longtemps, je me suis dit « Oui, dans le porno, ils couchent comme ça, c'est comme ça qu'on fait ». Alors qu'au final, c'est pas tant que ça. Et je pense qu'il faudrait vraiment leur expliquer que non, c'est pas la vraie vie. Mais bon, comment faire? Surtout si vous n'avez pas le droit de le faire à l'Éducation nationale. Ouais, enfin, on n'a pas le droit de le faire. Hein. C'est officieux, hein, parce que je t'avoue que moi qui aime beaucoup animer, faire bouger les choses et faire plein de trucs, je le fais de manière carrée et consciencieuse, hein, quand même. Mais le porno fait rêver. Enfin, je veux dire, les jeunes qui veulent faire la première fois, qui sont vraiment excités par les hormones quand ils mettent du porno pour la première fois. Moi, je me souviens pas vraiment de quand est-ce que j'en ai maté pour la première fois, mais
ça fait rêver un petit peu de voir ces ébats sexuels, autant de plaisir, autant des jolis corps, des jolis machins. Enfin, tu vois, ça donne envie au final. Pas non plus se mentir, quoi. Mais ça donne envie parce que justement, l'échelle de projection, elle est faite par une société qui a décidé que des jolis corps étaient comme ça et qu'un mec doit faire jouer une nana 50 fois, que lui va verser 2 litres de sperme, etc. Et c'est forcément hyper déceptif pour les jeunes gens, que ce soit des garçons ou des filles, quelle que soit leur orientation, parce que justement, ils n'arriveront jamais à la hauteur du trucage. C'est comme tu te déguises à Halloween et que tu veux ressembler, je sais pas, à un gars je dis n'importe quoi, des Seigneurs des Anneaux, et en fait, tu n'arriveras jamais à avoir sa tronche parce que tu n'as pas tout le costume et tous les FX qui vont avec pour ressembler à ce gars-là. Bah, c'est exactement la même chose. Tu ne peux pas, toi, avec tes moyens, arriver à la performance des acteurs porno, qui sont déjà, il y a des cuts entre les prises, etc. Plus, il y a beaucoup de choses qui sont fake. Plus, c'est vraiment à leur niveau. Et pour en avoir interviewé des athlètes dans leur discipline. Et pareil pour les actrices, quand tu écoutes des interviews d'actrices, c'est vraiment un marathon physique de pouvoir encaisser ce qu'elles encaissent, et aucune femme, entre guillemets, normale peut avoir, surtout dans un début de vie sexuelle active, ce genre de sexualité. Donc c'est ça et c'est là où le distinguo doit vraiment être fait par effectivement des gens qui ont un peu plus de maturité, et surtout qui peuvent accompagner de façon bienveillante les jeunes, leur expliquer que c'est effectivement de la fiction, que c'est comme un film, c'est comme Star Wars, c'est comme ou un jeu vidéo, ça n'existe pas. Ce n'est pas la réalité. Moi, j'aimerais rêver et qu'on puisse, assez utopiste, hein, mais qu'on puisse vraiment travailler avec les parents aussi. Ouais. Parce que à côté, j'ai été chercheur, enfin, je suis toujours d'ailleurs, et sur les parents et la sexualité, donc sur un domaine sur lequel j'ai travaillé, il y a en plus d'un tabou, hein, bon certes qui se délie de plus en plus, en tout cas c'est un aspect, c'est moi qui le pense, mais il y a une espèce de honte d'en parler en tant que papa, en tant que maman, à son fils ou à sa fille, et cette honte, elle est ressentie par l'enfant, qui une fois de plus va se refermer sur lui-même et donc se tourner sur quelque chose qui est facile, parce que le porno, c'est quand même quelque chose que tout le monde peut avoir accès, parce que c'est pas les petites fenêtres qui disent est-ce que tu as plus de 18 ans qui va empêcher que quiconque y aille, hein. Et cette honte, elle est tenace, voire même plus tenace que le tabou de la société en général. Car les parents ont peur de ne pas savoir de pas savoir répondre, ont peur de répondre à côté, ont peur aussi des questions que peuvent se poser leurs gamins, que ça soit, je prends un exemple, mais si une fille est lesbienne, bah, elle va peut-être poser des questions qui va peut-être gêner aussi. Et la solution, c'est le porno. Pour voir, pour se questionner, pour tester, pour comparer. En fait, je pense que la pornographie non éthique, hein, celle que tout le monde connaît, répond à beaucoup de questions, à mon avis. Si je peux prendre la parole, je me permets. Ouais, Vas-y, par contre, on t'entend un peu de loin, Nemo. On t'entend de loin. Excusez-moi, Pas si est-ce que c'est vous moi m'entendez mieux là? C'est bon, pardon, c'est moi qui avais baissé le son. Vas-y, je t'en... D'accord, super. Voilà, ça m'a permis de découvrir un monde en fait, parce que comme je l'ai dit dans le chat, Alors, tu bugs énormément de mon côté, je crois. à l'oral, mes parents sont médecins. Mince. C'est mieux là? Saute un peu, mais on t'entend. C'est mieux? Ah, bon, tant pis. Ok. Et donc, j'avais beaucoup de discussions avec des sexologues dès ma plus petite enfance. Et côté prévention, du coup, bah, j'ai été servi, mais j'avais aucune idée de ce que c'était en fait. On me prévenait sur les dangers, et j'avais aucune idée de ce que c'était réellement la sexualité. Et justement, c'est ce que m'a porté la pornographie en fait. Même si c'était pas réel, c'était déjà, ben c'est de ça qu'ils parlent depuis le début. Et ça m'a permis de comprendre, et puis ça m'a permis aussi de découvrir le sexe homosexuel, où ils en parlaient pas beaucoup. Et voilà. Oui, c'est de la découverte, c'est des réponses. C'est quelque chose de facile d'accès, trouvable facilement, et qui te permet d'être plus dans l'intimité au final.
Parce que je vais parler des parents comme quoi ils avaient plus ou moins honte ou pas les réponses face à leurs enfants, mais l'inverse aussi. Je veux dire, bon, aujourd'hui, je suis plus vieux et je suis assez ouvert d'esprit. Ma famille aussi, on peut en parler. Mais je pense que beaucoup d'enfants se sentent un peu gênés d'en parler aussi bien à quelqu'un qui ne connaissent pas comme leur médecin ou à leurs parents. Pour moi, vraiment, je me répète, et je rejoins ce que tu dis, Nemo. Le porno, c'est une solution facile pour se renseigner et découvrir. Du coup, pour toi, le porno peut être éducatif. Ça, c'est bien. Je sais pas si j'ai vu que d'autres personnes étaient rentrées dans le débat vocal. Sorel Crazy, si tu veux prendre la parole. En plus, tout à l'heure, tu voulais nous raconter ton expérience quand tu es tombé sur du porno pour la première fois. Si tu veux, je t'en prie. Vous m'entendez, je crois. Ok. Ouais, super, on t'entend. Alors moi, ma première expérience, tu vois, j'ai toujours été un peu débrouillard en informatique, mais du coup, je connaissais rien non plus. Je connaissais pas tout ce qu'on pouvait, toute la phase du sexe sur ce qu'on pouvait trouver sur Internet. Du coup, quand j'ai voulu télécharger un film, Titanic pour être exact, et en fait, quand j'ai fini de télécharger ce film et que je l'ai lancé pour le regarder parce que je l'avais déjà vu, et je suis tombé sur un film porno et ça m'a directement choqué, tout ça. Moi, j'ai eu le premier pas d'en parler à mes parents. Et mes parents, en fait, m'ont pas du tout aidé. Ils m'ont juste dit, on t'avait dit de pas télécharger des films sur Internet. Et sans m'expliquer ce que c'était, qu'est-ce qui s'était passé, rien du tout. Et du coup, ça peut être vraiment choquant. Voilà. Ouais, ça se comprend. Après, effectivement, je pense que tes parents, ils ont aussi la surprise de pas savoir comment faire et pas savoir quoi te dire. Et c'est vrai qu'il y a aussi une désinformation sur ce sujet-là. Comment gérer un enfant qui découvre du porno jeune et comment le rassurer, comment lui expliquer qu'il n'a pas fait de bêtises et comment l'accompagner là-dedans. Mais ça, c'est encore la couche d'au-dessus, quoi. Comment faire? Comment bien expliquer? Parce que, comme on disait plus tôt, le sexe, c'est culpabilisant, c'est sale, on en a honte. Donc, du coup, on terre un peu le truc. Et du coup, on fait comme ça n'existait pas et on met un petit mouchoir dessus, quoi. Au fait, tout à l'heure, je voulais rebondir sur un truc que tu avais dit, Anne-Laure, et là, je sais pas si les gens seront d'accord avec moi. Tout à l'heure, tu as dit que dans le porno, on voyait majoritairement un style physique, en gros, comme c'est ça, tu vois. On avait dit gros seins, grosse bite et tout. En fait, c'est bizarre parce que moi, j'ai toujours associé le porno comme étant un milieu où, peu importe ton physique, tu seras pris, tu vois. Il y a des vidéos de meufs grosses, il y a des vidéos de meufs, il y a des naines qui font du porno. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un milieu qui accepte de tout. Et je te jure que je vous jure que bizarrement, le porno ne m'a jamais apporté de complexe sur mon physique. Je me suis dit que justement, tu peux ressembler à tout et n'importe quoi. Tu peux être grand, petit, mince, gros, et tu vas quand même plaire. Donc, je sais pas si je suis la seule à penser ça, mais c'est vraiment l'impression que le porno m'a donné depuis toute petite, que peu importe à quoi tu ressembles, tu peux trouver chaussures à ton pied. Enfin bon, pas vraiment. Touché, tu vois, mais voilà. Ouais, mais ta vision est intéressante. Après, je pense que il y a une différence entre le porno mainstream, c'est celui dont je parlais, où vraiment, quand tu regardes les studios américains, etc., c'est vraiment des corps, les nanas, elles sont quand même shape, les gars, ils se ressemblent tous, etc. Et puis, effectivement, tu as tout après, toutes les possibilités que tu peux trouver sur les sites où effectivement en fonction de tes kings, etc., tu peux voir des femmes très grosses, donc avec toute la communauté Fat Admirer, donc les big beautiful, c'est ça, des femmes qui ont des énormes poitrines, des femmes beaucoup plus âgées, voire très très âgées, des femmes de petite taille et des hommes bien sûr, hein. Et effectivement tu as ces représentations de corps, mais on est dans un porno qui est quand même plus amateur et généralement qui est super trash. Dans le porno vraiment mainstream, généralement les corps sont plutôt blancs et beaux, tu vois. Donc et avec des calibres et des gabarits qui se ressemblent un peu. Après moi je suis la première comme toi à trouver ça cool que tous les corps puissent exister et profiter de la chair et tout ça, hein. Mais on reste quand même sur certains stéréotypes. Après, je sais que les plateformes comme Jackie et Michel ont un peu décomplexé tout ça avec des corps, on va dire, plus, plus normés, moins standardisés. Pour revenir sur la standardisation, je suis désolé si je lag encore une fois. Les On t'entend premiers- très bien.
Ah, vous m'entendez? Oui. Très bien, ouais. Ah, d'accord. Les premiers pornos homosexuels que j'ai regardés, ils étaient très standardisés. C'est toujours la même norme. C'était toujours un gros grand daddy, en fait. Et un petit se faire enculer. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Tu peux, t'inquiète pas. T'inquiète pas, Voilà. pas de tabou. Parle comme tu veux. On te demande la permission, Clarisse, t'as vu? Non, vraiment, chez NSF, on parle tranquille, pas tout. Voilà, donc c'était vraiment très standardisé et je me reconnaissais pas dans ce porno où il y avait vraiment un petit qui se faisait dominer finalement. Alors, je suis désolé, j'ai entendu 3 mots, mais Je me reconnaissais pas dans le porno où il y a un petit garçon ouais, bon, je crois que j'arrive à comprendre. qui est né par un daddy. Bah, c'est oui, non, mais oui, il y a une espèce de norme de la masculinité et, du passif et de l'actif dans le côté homosexuel. Et dans ce que tu disais, dans toutes oui, alors il y a tous les corps. Alors personnellement, j'ai pas vu tous les corps, moi personnellement dans le porno que j'ai pu mater. Mais il y a beaucoup aussi de dérives. Enfin, ça ouvre énormément à des dérives. Après, chacun pense ce qu'il veut derrière le mot dérive, hein. Mais il y a tellement de catégories, tellement de personnes ou de que ce soit tu vas au classique, aux domination-soumission, en bandage, à tout ce qui est un truc un peu sale, à l'insulte, à la violence aussi, hein, où il y a carrément des actes violents, je parle de gifles ou autre. C'est pas assez limité à mon goût en termes d'accessibilité, en termes de diverses façons de pratiquer la sexualité, enfin le sexe en général, quoi. Je veux dire que le petit titouan qui rentre en seconde, qui va sur Google avec son téléphone ou sur l'ordinateur du lycée pour déconner avec ses potes, va taper YouPorn ou un truc du genre, et qui va taper dans la catégorie qu'est-ce que c'est Golden Shower ou qu'est-ce que c'est Bandage Hard ou un truc du genre. Je pense que certes, je suis pour une sorte d'éducation, mais il y a le traumatisme, à mon avis, derrière sur toutes ces choses, toutes ces dérives qu'on peut avoir derrière le sexe, quoi. Pour rebondir à ça, c'est surtout que ça crée une forme de normalité dans ces sexualités-là, alors qu'elles sont, en théorie, elles doivent être pratiquées par des gens consentants et qui se sont posé la question. Alors évidemment, est-ce qu'on se pose la question à 17 ans, 15, 16, 17 ans? Je ne sais pas, mais en tout cas, vraiment, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Parce que je sais que parfois, il y a aussi ça qui revient, moi, dans mes témoignages, c'est que certains hommes, et c'est important de le dire aussi, subissent cette fameuse injonction à la masculinité et à la virilité, que ce soit dans les sexualités bi, homo ou hétéro, où effectivement, il faut faire le job pour être un vrai mec et avoir une sexualité qui va avec. Et c'est ça le souci, c'est que on a le droit de ne pas vouloir se faire attacher, on a le droit de ne pas vouloir être sodomisé, on a le droit de ne pas vouloir faire une éjac faciale. Enfin, on a le droit, évidemment, de ne pas vouloir. Mais comme c'est la seule, on va dire, représentation de la sexualité qu'on a à travers le porno, on dit que c'est comme ça que ça marche. Et que ce soit les femmes ou les hommes, il est important de dire que il faut d'abord se poser la vraie question, et c'est ce que disait le jeune homme juste avant, c'est qu'il ne se reconnaissait pas dans ses pratiques homosexuelles, parce qu'effectivement, il y a ce truc du top-bottom, donc du passif-actif, du mec bien viril, bien fat, qui va se faire le plus jeune, qui va être un peu plus féminisé pour redonner un petit côté, voilà, on remet un peu une injonction de soumission-domination. Et en fait, c'est pas forcément comme ça que ça se passe dans l'intimité. Donc c'est hyper important de prendre cette distance, mais effectivement, est-ce qu'on peut prendre de la distance à ces jeunes âges? Je ne sais pas. Et on parle de jeune âge, mais pour plus vieux, c'est compliqué aussi, parce que justement, moi, je confirme ce que tu dis. J'ai une image, parce que moi, je suis bi. Bon, là, actuellement, je suis côté demoiselle, mais quand à chaque fois je suis côté mec, côté homo, j'ai l'image du daddy, justement, parce que je suis carré, je suis un rugbyman, je suis barbu, je suis machin. Je t'avoue que déjà d'une, ça met la pression. De deux,
Sûr. Ça me force à faire des choses des fois forcément que j'aime pas, mais bon, écoute, je le fais quand même parce que le sexe c'est cool, hein, on va pas se le cacher. Et on parle des plus jeunes, voilà, de cette idée qu'ils ont, mais les plus vieux, les plus vieilles l'ont aussi. Et je pense que cette liberté de ce côté de moins en moins tabou à la sexualité ouvre des cases et on enferme les gens dans ces cases-là. Moi, je suis barbu, je suis un peu carré, rugbyman. Bon, va me foutre daddy dominant, alpha et j'ai pas le choix. L'autre d'à côté, il a le même âge que moi, mais il fait plus miné parce que il est plus fin, il est moins barbu, donc on va quand même le mettre dans le côté soumission et ferme ta bouche, hein, t'as pas le choix. Et à partir du moment où tu discutes de cette place-là, les gens en tout cas c'est l'impression que j'ai, les gens te regardent et te disent pourquoi tu discutes de ces places-là alors qu'elles sont évidentes. Et c'est ce côté évident qui me casse les couilles parce que du coup quand je suis côté homo, j'ai l'impression d'être dans la case A plus B et j'ai pas le choix. Tu vois, ça m'enferme, ça m'emmerde. Bien sûr, mais c'est parce que effectivement les représentations aujourd'hui laissent pas libre cours à forcément d'autres perspectives et d'autres combinaisons, on va dire, et que quand on n'a pas eu d'autres discussions et qu'on n'a pas vu d'autres choses, on se dit que c'est comme ça qu'il faut y aller. Et c'est vrai que ça peut créer alors une forme de frustration, mais parfois ça peut aller plus loin parce que, comme tu dis, toi voilà, tu t'es un peu déconstruit là-dessus, tu dis j'y vais, mais c'est cool, etc. Mais il y a d'autres jeunes gens qui sont complètement perdus par rapport à ça. Je sais que dans le podcast, j'ai eu des invités homo qui expliquaient que eux, la pénétration, c'est pas quelque chose qu'ils voulaient, et ils ont mis longtemps à le verbaliser, à l'exprimer à leur partenaire pour justement se dire à un moment donné face à soi, en fait, moi, je suis pas tellement ok avec ça. Et c'est important en fait de se poser la question. Donc c'est vrai que c'est un peu on va dire la phrase qui revient souvent, mais c'est prendre le temps en fait de se questionner sur ce qu'on veut et y aller petit à petit. Vraiment ne pas dépasser tout de suite les limites et c'est vrai que c'est compliqué quand on est effectivement jeune ado et qu'on a cette espèce de fontaine de possibilités de découvrir le porno du plus mainstream au plus hardcore parce qu'on se dit mais waouh, faut que je fasse ça en fait pour être un gars, une meuf, être épanoui sexuellement, alors que pas franchement pas obligé quoi. Et j'ai l'impression, alors c'est que parce qu'on parlait le débat du mois dernier, c'était pénétration obligatoire ou pas. Enfin voilà, je sais plus trop le sujet, mais c'était lié à ça en tout cas. J'ai l'impression que la solution ultime à chaque fois qu'on se pose une question sur la sexualité, et là j'ai l'impression qu'on retombe dessus, c'est d'en parler. Tu l'as dit, prendre le temps de se découvrir et de découvrir l'autre avec qui on va passer à l'acte et éduquer sur tous les points de vue. Moi, là, la question que j'ai pas de réponse et j'aimerais bien en avoir une, c'est le comment. Comment arriver à faire comprendre que c'est le porno, c'est fictif. Arriver à comprendre que certes, il y a beaucoup de catégories, il y a beaucoup de choses, mais les normes, on s'en bat un peu les couilles. À bout d'un moment, écoute-toi, toi plus que la société ne voudrait te mettre dans une case. Tu vois, il me manque le comment. Comment changer ce bordel parce que déjà d'une, moi, ça, comme voilà, je l'ai dit, ça m'énerve d'être enfermé dans ce genre de choses, surtout autour de la sexualité qui doit rester un plaisir, non une besogne, non une formalité chiante, longue et pénible, quoi. Voilà, moi, cette non-réponse à ce genre de questions me casse un peu les pieds. Je comprends. J'ai pas forcément la réponse. Faire un cheval de bataille auprès de l'Éducation nationale pour commencer à faire une campagne interne, allez go, on y va. Mais effectivement, alors après, ce qui est chouette, c'est de voir quand même qu'il y a des comptes de plus en plus intéressants sur Instagram, sur les différentes plateformes qui décomplexent ça. Il y a pas mal de podcasts aussi qui parlent de sexualité et c'est assez abordable. Et puis comme il n'y a pas d'image, du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on remet. C'est pour ça que moi, c'est un médium que j'aime énormément parce qu'on on remet l'imagination et en tout cas la visualisation au centre du sujet et c'est pas des images qui se forcent à toi et qui te violent la rétine. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que quand un homme, une femme te parle de ses pratiques ou
du moins de sa sexualité, tu décides, enfin ton imagination naturellement décide où elle veut aller dans la représentation. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais effectivement, il faudrait à un moment donné prendre le problème à la racine et effectivement, les jeunes aujourd'hui fréquentent collège, lycée, et c'est là où il faut aller discuter parce que effectivement, que ce soit les enseignants ou même des intervenants extérieurs, comme ont été faits dans d'autres années sur la santé sexuelle ou la prévention routière ou que sais-je, c'est maintenant le harcèlement de plus en plus, c'est maintenant qu'il faut aller parler de ça. C'est hyper important. Mais tu verras que il y a beaucoup de choses, alors impossible, c'est peut-être un grand mot, mais au sein d'une école, tu as énormément de censure et je pense que il y a plus de liberté aussi bien dans les projets, dans de l'animation, des activités ludiques intéressantes et intéressées par des gens qui sont motivés, hors cadre scolaire, hors école, que ça soit dans les clubs de sport, que ça soit dans les centres de loisirs, dans les colonies, dans tout ce bazar, dans les éducateurs de rue aussi, on n'en parle pas assez, mais qu'est-ce qu'ils font comme boulot extraordinaire, parce que le peu d'interventions auxquelles j'ai assisté autour de la sexualité, c'était des infirmières, c'était des gens qui certes qui connaissaient leur sujet, hein, attention, je ne remets pas ça en doute, mais qui étaient beaucoup trop éloignés de la réalité des jeunes, c'est-à-dire que alors je dis pas qu'il faut vraiment trop s'adapter, non, je pense que s'il faut une limite, mais il y a un manque de réalisme entre ce qu'on sait, ce qu'on veut faire comprendre et ce que les jeunes vont écouter et vont retenir. Pour reprendre cet exemple de cette infirmière qui faisait cette éducation à la sexualité, hein, c'était pour les troisièmes, il y a pas longtemps, c'est assis sur une chaise et vas-y, je te rentre dedans sans préliminaire, si je veux dire. Et à la fin, c'était juste des moqueries, c'était juste des rigolades et rien de bon n'était sorti. Donc, c'est bien les infirmières. Elle est pas là, elle m'entend pas. Je l'adore, elle est fantastique. Hein. Mais merde, il manque ce côté réaliste des jeunes de troisième à la terminale, voire même un peu avant et après aussi, hein, qui manque. Et quand je vois sur le chat écrit, oui, il faut 1 heure ou 2 heures d'éducation à la sexualité, mais c'est bien, mais il faut que le fond et la forme soient intéressante et intéressée. C'est-à-dire que moi je suis pro, on peut parler de tout avec n'importe qui, tant que la forme est motivante, est intéressante et accrocheur. Et la sexualité mérite énormément de censure auprès de l'éducation nationale, auprès des copains, des copines, enfin du groupe d'amis qu'il peut avoir, auprès des parents, auprès des profs, enfin tu vois, il y a plein de barrières. J'aimerais brûler tout ça, quoi, tu vois. Enfin brûler. À bon entendeur, bien sûr, mais parce que l'année prochaine, je passe proviseur, tu vois, je me la pète un petit peu, mais je vais me casser la tête sur ce sujet-là, pertinemment. Et je sais que personne n'a la réponse, mais ce débat sera encore d'actualité dans 10 ans, malheureusement. On n'espère pas quand même, on espère que d'ici là, il y aura des solutions qui auront été trouvées. Enfin, je le souhaite, parce que bon, je le souhaite aussi, mais je t'avoue que triste, en fait. Je suis assez défaitiste, on va dire, sur ça, parce que quand je vois que les gamins ont peur, enfin non, même pas ont peur, mais rigolent juste aux grands éclats parce qu'ils ont dit le mot capote ou qu'ils ont dit je vais baiser ta mère, oh mon Dieu, il a dit baiser, ça me démoralise au plus haut point, parce que j'ai des souvenirs que quand j'étais plus jeune, quand j'avais leur âge, j'étais pas aussi, j'espère, pas aussi chiant et pas aussi gnangnan en tout cas. Autour de ce sujet-là, quoi. En fait, je sais pas si vous m'entendez ou pas. Oui. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à l'éducation sexuelle, je pense que le problème, c'est qu'il y a trop de tabous. On est trop dans le tabou, et moi, je me souviens des cours d'éducation sexuelle que j'avais, et au final, on en est ressorti, et le nombre de fois où j'ai dû expliquer à des amis à moi que même pour la première fois il faut se protéger, etc. Et au final ça ils en savaient rien parce que ça avait pas été assez expliqué, et ça rejoint un peu l'idée du porno dans le sens où dans le porno ils ont jamais de capote par exemple. Et je trouve ça très dommage, et je pense que pour que l'éducation sexuelle ait plus d'impact, il faudrait qu'il y ait plus de fonds et que ce soit moins tabou, et donc qu'on puisse parler de beaucoup plus de choses comme le porno et des choses plus réalistes du coup, parce que c'est en mettant du tabou qu'on s'interdit de dire certaines choses qui au final sont importantes, parce que c'est quand même le but de l'éducation sexuelle.
Et c'est à cause de ça, je pense que, au final, elle sert pas à tant de choses que ça, l'éducation sexuelle qu'on a à l'école, quoi. Alors déjà que Totalement d'accord avec toi. déjà que dans pardon, excuse-moi. Déjà que dans l'éducation nationale, on n'a pas de thunes pour trouver des profs remplaçants. Tu crois vraiment que, enfin, la sexualité pour les têtes pensantes ne sont pas quelque chose d'urgent ou c'est pas la première chose à penser. Encore une fois, on va mettre de l'argent dans la lutte contre le harcèlement. Alors après, est-ce que ça marche ou pas, je vous laisse juger. Mais alors, tout ce qui est autour de la sexualité, du porno, du revenge porn, tout ça, là, tout ce bazar-là, mais personne n'y pense. Oui, mais c'est ça le problème, parce que c'est quand même un sujet vachement important, que ce soit pour le revenge porn ou pour la santé, etc., par rapport au sida et des trucs comme ça. Ça devrait être quelque chose de vachement plus important et ça l'est pas assez, je pense. Ouais, déjà qu'on a du mal à se battre pour mettre en avant un protocole ou quelque chose d'intéressant sur le harcèlement. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, clairement. Chaussette, je suis à fond avec ça. Des tabous, il y a des hontes, il y a plein de choses à dénouer. Mais autour de l'éducation nationale, ce sera pas là où il y aura le gros changement, à mon avis. Non, c'est sûr. Mais bon, si on me demande mon avis, je pense qu'il faudrait tout changer au niveau de l'éducation nationale. Mais bon, ça, c'est pas faisable. Mais oui, mais totalement. J'ai mon propre lycée avec mes profs en pédagogie et j'invite tous ceux qui parlent du sexe à y venir. Ce serait fantastique, bordel. Ah ouais, c'est sûr. Après, je ne sais pas si on peut tout changer par rapport à l'éducation nationale, mais c'est vrai que faire un petit pas dans la bonne direction chaque année, ça serait pas mal et ça éviterait beaucoup de complexes aux jeunes, beaucoup de problèmes, je pense. Mais bon, l'espoir fait vivre. Et toi, Rita Maria, qui est dans l'éducation nationale, on espère que tu vas faire changer les choses à ton niveau. J'espère que c'est possible. Je fais ce que je peux. Tu vois, mon rêve ultime, ce serait je le ferais, d'ouvrir mon propre lycée avec la pédagogie freinée. Pour ceux qui connaissent pas trop ce monsieur, c'est un génie. Il disait comme quoi, quand un âne n'a pas soif, faut lui donner soif. C'est pareil pour l'enfant. Quand il a pas envie d'apprendre, faut lui donner envie d'apprendre. Et ça passe parce que s'intéresse l'enfant. Et je pense que dans ce genre de pédagogie à freiner en particulier, tu vois, le domaine de la sexualité, là, on peut faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on intéresse l'enfant, l'enfant, en tout cas l'ado, dans sa découverte, avec découverte de son corps, découverte de la sexualité de l'autre. Et c'est là qu'il faut saisir le moment opportun pour amener à une ouverture d'esprit et un esprit critique aussi de soi et des autres. Je salue ce monsieur qui est mort et qui a été traîné dans la boue pendant des années. Et ce serait top. Mais en effet, je me bats comme je peux auprès de l'éducation nationale, mais j'ai plein de vieilles têtes pensantes, et j'insiste bien sur les vieilles têtes pensantes qui ont le double, le triple de mon âge pour certains et qui me font chier, littéralement. Bon, là, je peux me lâcher parce qu'ils m'entendent pas, donc il me faut clairement chier. Et c'est triste, totalement triste. Écoutez, il nous reste 5 petites minutes. Je pense qu'on va utiliser 5 minutes pour recentrer un peu le débat parce que c'est vrai qu'on s'est perdu et pour donner le mot de la fin. Concrètement, quand on a demandé si le porno c'était éducatif et on a demandé aux gens ce que leur apportait le porno, on a eu bien sûr pas mal de gens qui disaient que le porno ça les dégoûtait, ce que je peux comprendre tout à fait parce que des fois il y a des images dans le porno qui sont assez violentes, assez choquantes. Moi par exemple c'est le fisting que je trouve, je ne peux pas regarder un porno avec ça, mais il y a d'autres gens qui ont dit que le porno ça leur aide à découvrir des nouvelles positions et ça ouvre leur esprit, donc dans un sens c'est plutôt éducatif. Est-ce que pour vous le porno ça peut être éducatif? Si oui, pourquoi? Et un petit mot de la fin pour tout le monde, comme il nous reste plus que 5 minutes. Oui. Allez, go. Je pense qu'il peut l'être, mais comme toute bonne chose, il faut un cadre, il faut des règles, il faut des choses simples, claires, nettes et précises. Il faut que ça soit cadré. Voilà. C'est comme toute bonne chose à outrance ou mal gérée et mauvais. Le porno, c'est pareil. Autour de la sexualité.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec Rutabaga. Le porno peut être éducatif, évidemment, s'il est pris avec cette distance-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller aussi chercher ses propres limites. Toi, tu parlais, Clarisse, par exemple, du fisting, et c'est une pratique, effectivement, qui peut être difficile à comprendre et même voilà, à voir. Mais il est vrai que ça peut être intéressant pour voir ses limites, pour voir ce qu'il existe, pour voir les pluriels des corps, les pluriels des pratiques. Et c'est intéressant aussi parfois voilà, de mettre des images. On est dans une société d'images, donc c'est important parfois de mettre des images effectivement sur tout ça. Toutefois, il faut bien toujours garder en tête que c'est de la fiction, c'est fait par des professionnels. Il y a des lumières, il y a des maquillages, il y a des gens qui se sont entraînés derrière, il y a une maturité émotionnelle, physique et sexuelle qui fait que c'est pas une sexualité. Et c'est normal que d'avoir cette sexualité aussi jeune et au début de sa vie active sexuelle, et même plus tard. Bah, moi, du coup, ouais, je pense que le porno, c'est éducatif, dans le sens où ça aide à voir, à savoir concrètement à quoi ressemble le corps du sexe opposé. C'est moi qui disais tout à l'heure que la première fois du coup que j'ai vu une bite, c'était dans un porno, et ça m'a fascinée en fait. Et je trouvais ça vraiment fascinant parce que c'est pas placé exactement au même endroit, et puis ça me faisait bizarre qu'il n'y ait pas de trou en dessous, et bref. Je trouvais ça vachement bien, je trouvais ça vachement bien. C'était fascinant, et ouais, ça peut être éducatif dans ce sens-là. Aussi dans le sens où ça permet de voir que on peut faire du sexe de plein de manières différentes et pas juste d'une seule manière comme on peut le voir dans les films par exemple. Ça peut être éducatif de plein de façons, mais je pense que ce qui pourrait être bien par exemple, c'est que sur les sites porno, ils mettent au début que non, c'est pas la réalité. Comme ça, les personnes qui vont sur ce site-là pour la première fois, ils savent que c'est pas vrai, et donc ils peuvent avoir une approche plus différente et plus objective, je pense. Vrai qu'un petit mot en début de film porno en disant ce sont des acteurs qui sont tous consentants, qui ont été payés pour ce qu'ils font et tout, ça serait peut-être pas mal. Même ça, qu'il y a plein de films porno qui le font, non, en début de film où ils te précisent que tous les modèles ont plus de 18 Ouais, mais ans. c'est des grosses boîtes qui font ça en général. Enfin, c'est des gros. Ouais, c'est pas faux. Ils ont de la thune. C'est vrai, c'est pas faux. Je pense qu'on voit pas ça partout. Mm. Ça peut être une bonne idée, genre juste histoire de faire comprendre aux jeunes qui regardent que c'est pas parce que tu vois ça comme ça que les gens vont. Enfin, quand tu vas coucher pour la première fois, ça va vraiment se passer de la même façon. C'est pas trop mal. Wow. Bon, sinon, pour la fin, j'ai juste une petite question qui m'avait un peu perturbée. En fait, non, quand on a posé la question de ce qu'apportait le porno aux gens, il y a quelqu'un qui nous a dit que le porno, ça fausse notre imaginaire. Si vous savez ce que la personne voulait dire par là, ça serait super cool. Et ensuite, je pense qu'on va clôturer par ça. Ouais, il a dit, ça fausse notre imaginaire. Bah, enfin, oui, on me l'a déjà dit ça une fois quand j'étais plus jeune, justement, fallait arrêter de regarder du porno parce que ça fausse l'imaginaire, parce que justement vis-à-vis du corps parfait, du corps de tout ce qu'on voit, comme tu disais, ou de tout ce qui est maquillage, lumière, les montages, ils giclent pendant 100 ans, l'hôtel, la fille, elle génie pendant 100 ans aussi, et on pense que ça c'est la réalité. Tu vois, ça concorde avec ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas vrai, mais aux yeux de certains qui sont pas forcément au courant et qui pensent que c'est la réalité, du coup, dans le fantasme ou dans le plaisir solitaire ou au moment de passer à l'acte avec une personne, on va s'imaginer qu'on est dans un porno. On me l'avait déjà dit, et moi je rattache ça en tout cas à ce problème de réalité et fantasme du porno. Donc, en gros, faut que les gens comprennent que ce qu'ils regardent, ce sont des acteurs qui sont payés et qu'en aucun cas, ça se passera exactement de la même chose quand eux, ils seront au cul avec quelqu'un, quoi. C'est vrai que quand t'es jeune, tu peux pas le deviner, tu peux pas savoir quand t'es jeune. Si on te le dit pas, tu vois. C'est ça. Effectivement, le côté que ça bloque l'imaginaire, ça me fait penser à un podcast que j'avais écouté qui s'appelle Nos chemins de désir. Et dedans, elle explique justement que en fait, elle n'arrive plus à se masturber sans porno parce qu'elle n'arrive plus à imaginer, parce qu'elle est trop habituée à avoir des images concrètes devant elle. Et donc, effectivement, je pense que c'est dans ce sens-là que la personne disait que ça fausse notre imaginaire, dans le sens où on n'arrive plus juste à visualiser et à se passer d'images concrètes devant nous. Je pense que c'était ça. Ouais. Appuyer à se toucher ou à penser à autre chose que le porno.
C'est vrai que j'en parlais avec des copines, il y en a qui n'arrivent pas à se toucher autrement qu'avec du porno. Avant, on avait nos flashbacks de cul, etc. Mais maintenant, enfin, il y en a, j'en fais parfois partie, qui peuvent que se toucher sur du porno. Et que c'est vrai que vu comme ça plombe un peu notre esprit, enfin, notre imaginaire. Donc, il a raison. Vu comme ça, ouais. Et bon, je vous ai envoyé le podcast Les chemins de désir dont tu parlais, chaussettes multicolores. Je l'ai mis dans le salon. Donc écoutez, on a très bien parlé de porno, c'était super. Merci à tous. Merci à ceux qui ont participé au débat en vocal, c'est super cool. Merci à vous aussi. Merci à Anne-Laure d'avoir été notre invitée. Merci D'ailleurs, j'ai mis le lien. Ouais, c'était trop cool, Anne-Laure, merci. J'ai mis le lien vers le podcast d'Anne-Laure qui est tout en haut du débat. Enfin, vous verrez, c'est en épinglé. Vous verrez que c'est son podcast On the Verge Podcast. Et ensuite, on vous a mis les noms des réalisatrices de porno éthique. Donc, il y a Anne Bouchka, Erika Lust. On avait qui déjà aussi Olympe de G. Vous pourrez les chercher et vous renseigner sur ce qu'est le porno éthique. Donc, merci à tout le monde d'être venu. Le podcast sortira très bientôt pour ceux qui n'ont pas pu écouter le débat en entier ou ceux qui sont arrivés à la moitié. Donc, voilà. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Salut tout le monde. Merci.